Et si la prochaine crise ne venait pas de Bruxelles, mais d'une simple pompe à essence? Imaginez, un matin, vous découvrez qu'un parti français lance une pétition pas comme les autres. 8 mesures d'urgence pour l'énergie. Mais tout en bas, noir sur blanc, lever les sanctions énergétiques contre la Russie. Et pour ça, il faudrait sortir de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu. Pour la première fois, une formation politique argumente publiquement et juridiquement que la souveraineté énergétique de la France impose de quitter l'UE. Ce qui, il y a 10 ans, aurait été taxé de fantasme ou de provocation, devient aujourd'hui une demande officielle et structurée, portée par les patriotes et leur leader, Florian Philippot. Ce n'est plus une simple rhétorique d'opposition. C'est un symptôme profond qui ne touche pas que les cercles militants. C'est à la pompe à essence que tout ça prend racine. Car aujourd'hui, ce ne sont pas les chiffres de la pétition qu'on surveille, mais ceux qui s'affichent à la station-service. Et c'est justement parce que ces chiffres explosent que la question, jadis impensable, s'impose dans le débat national. Ignorer ce débat, c'est courir le risque de rater un tournant historique pour la France. Court terme, c'est notre portefeuille qui trinque à chaque plein. Mais à moyen et long terme, c'est notre souveraineté, notre capacité à peser sur la scène internationale et même la stabilité politique du pays qui sont en jeu. Ce n'est plus un tabou. C'est devenu une option discutée, argumentée, officialisée. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pour comprendre, il faut remonter à la source de cette crise. Tout commence loin de Paris. Un choc discret secoue le monde depuis le détroit d'Ormuz. Imaginez un endroit sur la carte, à peine 50 km de large à son point le plus étroit, pourtant absolument vital. C'est là, entre l'Iran et la péninsule arabique, que transitent chaque jour près de 9 millions de barils de pétrole, soit l'équivalent de 2 milliards de dollars d'énergie qui irriguent l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz, c'est le goulot d'étranglement par lequel passe la majeure partie du pétrole saoudien, qatari, émirati et une bonne part du gaz naturel liquéfié exporté vers l'Asie, l'Europe et au-delà. Mais le 28 février, tout a basculé. Frappe entre les États-Unis, Israël et l'Iran, riposte, escalade militaire dans une zone déjà sous tension. Résultat? Les assureurs internationaux classent toute la région en zone de guerre, les primes explosent, des compagnies maritimes font demi-tour, des ports ralentissent leurs expéditions. Ce n'est pas une attaque directe contre le pétrole, mais un séisme logistique. En quelques heures, le flux vital se grippe. Les pétroliers doivent parfois contourner l'Afrique, ajoutant jusqu'à 10 jours de trajet et des millions de dollars en coûts supplémentaires par cargaison. Pour les marchés, cette incertitude est pire que la pénurie. Toute la chaîne d'approvisionnement mondiale du pétrole et du gaz est bouleversée. Et le monde le ressent immédiatement. Les prix s'envolent, non pas parce que la matière manque physiquement, mais parce que la peur de manquer s'installe. La bourse ne négocie pas seulement des barils, mais des anticipations et des angoisses. Et l'Europe dans tout ça? Voilà le point crucial. Le vieux continent n'a jamais été aussi vulnérable. Au moment du choc, les réserves de gaz en Allemagne, le plus gros consommateur de l'Union européenne, n'étaient remplies qu'à 22%. Un minimum hivernal, historique, résultat de plusieurs années de politiques énergétiques plus guidées par la déclaration de bonnes intentions que par de véritables calculs. Cette fragilité structurelle n'est pas un hasard. Depuis des décennies, l'Europe dépend d'importations venues de loin, sans se donner les moyens d'une vraie résilience. Avec Ormuz partiellement bloqué, la concurrence mondiale s'intensifie. Japon, Chine, Inde, Europe. Tout le monde se dispute les mêmes cargaisons de gaz liquéfié. Et devinez quoi? Les acheteurs asiatiques surenchérissent, raflant la mise à coup de dollars. Le marché du gaz est global, il va là où l'on paie le mieux. La solidarité européenne ne pèse pas lourd face à la logique implacable des traders. Même en forçant la cadence, la Norvège fournit au maximum. Les États-Unis envoient leur gaz liquéfié, mais cela ne suffit pas à compenser. Les infrastructures physiques ont leurs limites, pipelines, terminaux, tout est dimensionné au millimètre, pas à la rhétorique politique. Comprendre ce contexte, c'est prendre pleinement la mesure de la fragilité énergétique européenne. En quelques jours, ce blocage lointain a fait vaciller le quotidien des Français. Hausse des prix à la pompe,
surcoût d'électricité, inquiétude sur l'hiver prochain. Ce n'est pas juste un épisode, mais la révélation des limites d'un système dont la robustesse était surestimée. Mais qu'en est-il de l'Europe? Et pourquoi la France est-elle si exposée aujourd'hui? L'Europe, déjà affaiblie, n'avait que 22% de réserves de gaz en Allemagne avant la crise. Ce chiffre, qui semble anodin, en dit long sur la vulnérabilité structurelle du continent. On est arrivé au choc énergétique, les stocks quasiment vides, héritage de décisions politiques, de calculs optimistes, parfois même d'un pari qu'on arriverait à passer l'hiver sans encombre. Mais le marché, lui, ne pardonne rien. Dès que la Russie a fermé le robinet, la panique s'est emparée des bourses européennes. En un mois à peine, le prix du gaz a explosé de 180%. Ce n'est pas une fluctuation normale, c'est un coup de massue. Et derrière ces chiffres, ce sont des millions de foyers, d'entreprises et de citoyens qui se retrouvent à la merci de décisions prises bien loin d'eux. Face à cette pénurie, l'Europe s'est tournée vers le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Mais là encore, la réalité du marché mondial s'impose. La compétition avec l'Asie est féroce. Le Japon, la Chine, l'Inde, tous veulent les mêmes cargaisons, et ils sont prêts à payer plus cher. Résultat, les navires se dirigent là où les prix sont les plus hauts, et l'Europe, trop dépendante, se retrouve souvent servie en dernier. On a cru que les alternatives suffiraient. La Norvège pompe à pleine capacité, c'est un record historique, mais elle n'a pas de réserve cachée. Les États-Unis font tourner leurs terminaux au maximum, mais ils ne peuvent pas combler à eux seuls le vide laissé. Les infrastructures européennes, quant à elles, sont saturées. Ce ne sont pas des slogans politiques qui font passer le gaz dans les tuyaux. Ce sont des mètres cubes bien réels, et il n'y en a tout simplement pas assez. Tout cela, ce ne sont pas que des courbes abstraites sur les écrans des analystes. Ce sont des conséquences bien concrètes qui touchent la France de plein fouet. À la pompe, les prix du diesel et de l'essence grimpent sans fin. Les factures d'électricité explosent parce que le système européen indexe nos tarifs sur les prix internationaux du gaz. Pour beaucoup de familles françaises, chaque déplacement devient un luxe, chaque facture une source d'angoisse. Ce choc n'est plus une question de spécialistes. Il s'invite dans le quotidien, dans le frigo, dans le budget de chaque foyer. Ne pas prendre la mesure de cette réalité, c'est courir le risque de voir surgir des solutions radicales, imposées par l'urgence. Quand la crise ne trouve pas de réponse immédiate, la société cherche ailleurs. Elle signe des pétitions. Elle se tourne vers les voies qui promettent de régler le problème à la racine. C'est dans ce contexte que l'appel à quitter l'Union européenne, pour des raisons purement énergétiques, prend soudain un tout autre écho. La crise met à nu les limites de l'architecture européenne et pousse la France à un carrefour décisif. Face à cette impasse, quelle réponse politique émerge réellement en France? Quand la réalité dépasse la fiction politique, demandez la sortie de l'Union européenne pour pouvoir acheter du gaz russe. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La pétition lancée par les Patriotes, portée par Florian Philippot, propose un plan en 8 points. Rien de révolutionnaire dans les 7 premiers. Baisser les taxes sur le carburant, réduire la TVA, geler temporairement les prix, sortir du marché européen de l'électricité. Bref, des mesures de bon sens que n'importe quel gouvernement envisagerait en temps de crise énergétique. Mais le 8e point, lui, fait l'effet d'une déflagration. Quitter l'Union européenne pour pouvoir lever les sanctions contre la Russie et ainsi rouvrir l'accès au gaz et au pétrole bon marché. Pourquoi aller aussi loin? Parce que, juridiquement, la France ne peut pas, seule, lever ces sanctions. C'est la Commission européenne, et non Paris, Berlin ou Rome, qui décide. Les traités sont formels. La souveraineté nationale sur ces questions est transférée à Bruxelles. Résultat? En cas de choc majeur, comme aujourd'hui, la France se retrouve pieds et poings liés, incapable de négocier directement avec la Russie pour protéger son économie. Ce n'est pas seulement un débat politique, c'est l'architecture même de l'Europe qui est en cause. Ce qui frappe ici, c'est que la proposition de Philippot ne relève pas du simple coup de com'. Elle répond à une demande sociale profonde. Quand les prix de l'énergie explosent, ce ne sont pas les explications géopolitiques que les citoyens attendent, mais des solutions concrètes. Et faute de réponse, ils signent, ils s'énervent, ils se tournent vers des options qui semblaient hier encore impensables.
Jusqu'à présent, évoquer sérieusement une sortie de l'UE en France, c'était quasiment tabou, réservé à quelques voix marginales. Aujourd'hui, ce débat s'invite au cœur de la vie publique, avec des arguments juridiques implacables. Ce n'est plus seulement un affrontement entre pro et anti-Europe, mais la traduction d'une crise systémique. L'Europe, censée protéger, prive en réalité ses membres des outils de base pour réagir. Et là, le parallèle avec le Brexit s'impose. On a longtemps dit que quitter l'Union était une folie, inimaginable, trop complexe. Jusqu'au jour où le Royaume-Uni l'a fait, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Ce glissement du jamais au pourquoi pas ouvre une faille. Il expose l'Union européenne à un risque de fracture interne et la France à un dilemme historique, solidarité européenne ou survie économique nationale. Et maintenant, une vraie question se pose. Cette pétition peut-elle vraiment changer la donne, ou n'est-elle qu'un symptôme de plus d'une crise qui ne fait que commencer ? Derrière le geste symbolique, un message limpide. Aucune pétition n'efface les lois de la physique, ni la réalité des marchés. Ce qui frappe avec le plan Philippot, ce n'est pas tant son potentiel politique immédiat, encore marginal, que la lucidité brutale qu'il impose sur les limites du modèle européen face à une crise énergétique réelle. C'est un test grandeur nature. L'Union européenne, dans sa construction actuelle, peut-elle encore protéger ses membres quand la pression du marché mondial et des impératifs énergétiques monte d'un cran ? Pendant que l'Europe se débat, hésite et multiplie les débats internes autour de sanctions, les États-Unis, de leur côté, lèvent discrètement certaines restrictions sur le pétrole russe. Résultat, la Russie continue d'empocher chaque jour des centaines de millions de dollars. C'est la logique implacable du marché qui s'impose, alors que l'Europe s'accroche à une architecture juridique qui limite sa capacité d'action. Tout en évitant, il faut le reconnaître, une fragmentation chaotique de l'espace commun. Ce que met en lumière la pétition des patriotes, c'est le caractère inéluctable de la dépendance énergétique. Impossible d'y échapper par simple décret ou slogan. Les alternatives, qu'il s'agisse de diversification, de transition accélérée ou d'achat massif à des prix décuplés, restent, pour l'instant, douloureuses et coûteuses. Ce n'est pas une idée théorique. C'est un quotidien concret qui impacte le prix du carburant, la facture d'électricité et, au bout du compte, le pouvoir d'achat de millions de familles françaises et européennes. Mais, au-delà du court terme, ce débat touche à des enjeux bien plus profonds. La souveraineté nationale, la capacité à réagir rapidement en cas de choc international, la stabilité politique et même le positionnement de la France sur la scène mondiale. La mécanique de l'Union européenne, qui garantit une certaine cohésion, rend cependant inaccessibles certains leviers d'action. Et c'est là tout le dilemme. À force de ne rien trancher, de préférer le compromis à l'action décisive, on finit par risquer la désintégration progressive de l'espace politique européen, l'effritement du consentement social et la montée des radicalités. Il ne s'agit plus seulement de désaccords politiques, mais d'une crise structurelle de gouvernance face à la réalité énergétique. Et le plus préoccupant, c'est que le prochain choc énergétique pourrait être encore plus violent. Si l'Europe ne se réforme pas, si elle ne trouve pas le moyen d'articuler intégration et flexibilité, solidarité et autonomie énergétique, elle s'expose à voir fleurir, en France comme ailleurs, des appels à la rupture de plus en plus crédibles et populaires. Laisser la situation s'envenimer, c'est risquer la rupture pure et simple, non par choix, mais par effondrement progressif. Alors, face à ce dilemme, une question cruciale se pose. Quelle sera la première grande économie à devoir choisir, frontalement, entre sécurité énergétique et intégration européenne? Et vous, qui franchira la ligne le premier? La France, l'Allemagne ou un outsider inattendu? On en est là. Ce qui paraissait, il y a à peine quelques années, du domaine de la science-fiction politique, voir un parti français publier noir sur blanc une pétition officielle, juridiques arguments à l'appui, pour sortir de l'Union européenne au nom de l'énergie, est désormais posé sur la table. Pas comme une revendication folklorique, mais comme une proposition qui, qu'on l'approuve ou qu'on la rejette, force la question. Jusqu'où l'architecture européenne peut-elle tenir face au choc du marché mondial ?
Jusqu'à quand les États membres accepteront-ils de voir leur souveraineté énergétique dictée par des décisions collectives, alors que le prix de l'essence, du gaz, de l'électricité pèse chaque jour sur la vie de millions de familles? La pétition des patriotes n'aura probablement aucun impact immédiat. Emmanuel Macron peut l'ignorer, ou faire mine de ne pas la voir, et la machine politique française continuera d'avancer sur ses rails bien huilés. Mais ce texte, c'est bien plus qu'un simple cri d'alarme ou un coup d'éclat médiatique. C'est un marqueur. Un témoin de l'état d'épuisement d'un système qui se heurte enfin à ses propres limites physiques et structurelles. Car les chiffres sont là. Les stocks allemands à 22%, les prix du gaz multipliés par 2, une dépendance qui ne se résout pas par de belles promesses ou des partenariats lointains. L'Europe découvre, brutalement, que certains équilibres ne se négocient pas. Que l'on peut écrire tous les traités du monde, mais que le passage bloqué d'un seul détroit ou la fermeture d'un pipeline suffisent à tout faire vaciller. Et, fait nouveau, ce ne sont plus les voix marginales qui portent cette contestation. Quand un leader politique, même dans l'opposition, ose publiquement poser la question du choix entre appartenance à l'Union et accès à l'énergie, le tabou est brisé. C'est le signe que le débat s'invite désormais partout et que le Frexit énergétique n'est plus une simple provocation, mais une hypothèse à discuter, à peser, à argumenter. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la facture finale à la pompe ou sur la feuille d'électricité. C'est la capacité de la France, et par extension, de l'Europe, à rester maîtresse de ses décisions à l'heure des tempêtes géopolitiques. Rater ce débat, c'est accepter de subir l'histoire, de laisser les lois du marché mondial et les impératifs physiques dicter notre avenir, sans même tenter de le façonner. Alors, la question reste entière, et elle est pour vous. Si le dilemme devient réel, si demain il faut choisir entre rester dans l'Union européenne et garantir l'accès à une énergie abordable, qui franchira le Rubicon en premier? La France, fidèle à sa tradition de rupture et d'indépendance? L'Allemagne, coincée entre ses industries et ses choix énergétiques passés? Ou bien un pays que personne ne voit venir, prêt à tout bouleverser? Dites-le nous en commentaire. Partagez vos intuitions, vos analyses. Parce que ce débat, c'est d'abord le vôtre. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. On continue à observer la suite de ce basculement. Alors abonnez-vous, car le prochain épisode promet d'être tout aussi décisif.